Salut Nicolas. Salut Franck. Je suis super content de te parler aujourd'hui, comme je te le disais hors antenne, parce que ça fait longtemps que je suis ton travail et aussi le travail que vous faites à Frustration Magazine, et ça fait longtemps que je me disais j'aimerais vraiment beaucoup lui parler à un moment ou à un autre. Donc voilà, ça c'est fait et c'est super super. Et je voulais du coup, tu m'entends hein? Je t'entends, ça y est. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Je voulais te présenter parce qu'on m'a reproché à quelques reprises de pas présenter mes invités. Donc vite fait, tu t'appelles Nicolas Framont, tu es rédacteur en chef de Frustration Magazine, sociologue et auteur de nombreux ouvrages, parmi lesquels Parasite et Vous ne détestez pas le lundi aux éditions Les Liens qui libèrent. Et tu as aussi publié, du coup, aux éditions Les Liens qui libèrent, ce super livre, Saint Luigi, Comment répondre à la violence du capitalisme. Et c'est principalement, oula, j'ai du mal à le dire, principalement pour ça que je voulais te parler aujourd'hui, parce que on est quand même dans un moment là, euh, très sombre, très dur. Il y a beaucoup de gens en fait d'ailleurs, que ça a paralysé là, ce moment. Alors ce moment, je le situe aussi avec les 2 ans. On en reparlera, les 2 ans de génocide à Gaza et la non-réaction d'une immense partie de la communauté internationale. Là, je parle des États. Mhm. La complicité de ces États. J'ai l'impression qu'on en est dans un moment où en tant qu'être humain, en tant que civilisation humaine, on pourrait perdre pied, quoi. Tu vois, parce qu'on se raccroche souvent à des sortes de boussoles, hein, dans la vie, on a besoin de ça. Et là, j'ai l'impression qu'il y a les gens, ils cherchent à quoi se raccrocher, tu vois. Je suis d'accord avec toi et du coup merci de m'avoir invité pour qu'on en parle parce que en fait en termes de temporalité, tu vois le livre il est sorti en septembre. J'en ai beaucoup parlé entre septembre et novembre. Et là, bah en fait, ce mois de décembre et particulièrement ce début du mois de janvier, il s'est passé encore beaucoup de choses Ouais, et oui, je pense que enfin, en fait, on a l'impression que chaque semaine, il se passe un nouveau truc qui défie toute perception de ce qui nous semblait être la norme ou la normalité ou l'acceptabilité en termes de niveau de violence, en termes de niveau d'impunité de la part des dirigeants et de la part de la classe capitaliste. Et donc évidemment que ça fout en l'air par moment. Il y a des gens, par moment, ils sont tellement désespérés de cette situation que bah, ils veulent même plus en entendre parler. Et je peux même comprendre ce genre de réaction-là. Mais évidemment, il faut continuer à en parler et puis il faut continuer à essayer de remettre des mots là-dessus et puis d'essayer de trouver des solutions pour en sortir parce que bah, tout n'est pas foutu, j'en suis persuadé et je pense que toi aussi. ouais, complètement. Et c'est pour ça vraiment que je voulais te parler aussi, parce que ton livre, enfin, il y a le titre, hein, Saint Luigi, le gros, en gros, mais il y a aussi comment répondre à la violence du capitalisme. Et c'est de ça qu'on va parler, de ce dont on va parler aujourd'hui, parce que euh, comme tu le disais, on a l'impression, et pendant le génocide à Gaza, on a souvent eu l'impression qu'on avait atteint le pire de ce qui était possible pour de voir, par exemple, et on arrivait toujours à atteindre encore pire, quoi. Et là, ce qui s'est passé, par exemple, au Venezuela, avec Trump qui va au Venezuela, qui capture Maduro et sa femme, on avait l'impression que c'est une folie. Enfin, c'est une folie ou pas? C'est là où on peut en parler aussi. Est-ce que c'est une folie ou est-ce que c'est ce qui devait arriver avec ce capitalisme, tu vois, complètement dérégulé, cet impérialisme, etc. Et là, on a aussi, c'était hier ou avant-hier, parce que c'était aux États-Unis, l'assassinat, vraiment le meurtre de cette jeune femme par ICE, et la réponse des gouvernements qui nous disent que malgré ce qu'on voit tous sur nos écrans, que cette jeune femme n'a rien fait de mal, non, c'est une folle qui a voulu écraser un de leurs agents. Donc c'est vrai qu'au niveau du cerveau et tout, c'est hyper compliqué. Et, euh, bah, je te laisse réagir sur ça si tu veux, et après je commencerai enfin mes questions. Oui, je suis d'accord avec toi. En fait, il y a des points communs entre toutes ces situations. Euh, voilà, cette scène de meurtre aux États-Unis, elle fait énormément penser au meurtre de Naël en France il y a 2 ans, parce que c'est quasiment la même image. C'est quelqu'un Ouais, qui
certainement panique face à des hommes armés et de toute évidence hors de contrôle, et qui tente de s'échapper, ou en tout cas qui amorce une manœuvre en voiture et qui est tué par balle, quoi. Et dans les deux cas, il y a deux choses. C'est le déni, d'abord, de nous dire, bah non, c'est pas ce qui s'est passé, vous avez mal vu. Et puis, bah, comme on est dans une société où quand même on a accès, quand même, grâce aux réseaux sociaux, grâce au fait que tout le monde puisse filmer assez facilement, bah, en fait, on a la preuve. Bah, ce mensonge, il tient pas. Mais du coup, deuxième mouvement, c'est de dire, bah, c'est nécessaire. Ou en tout cas, on pouvait pas faire autrement. Et c'est pareil avec le génocide à Gaza, quoi. Il y a deux mouvements qui sont consécutifs et qui sont souvent tenus par les mêmes personnes. D'abord, la négation, dire, bah non, c'est pas un génocide, c'est pas ce qui est en train de se passer. Non, vous exagérez le nombre de morts. Et puis ensuite, il y a la justification. Et souvent, c'est les mêmes personnes qui vont faire les deux mouvements. Donc, en fait, ils n'ont pas de plan de com très, ils n'ont pas besoin d'avoir des plans de com très élaborés aussi. Et je pense que c'est ça qui choque, parce que, enfin, qui choque, qui nous met dans cet état de sidération. C'est parce qu'en fait, leur niveau de pouvoir est tel. Donc là, je parle de Trump, de Netanyahou, puis de leurs armées, de leur police et de la police française. Leur niveau d'impunité est tel qu'en fait, ils n'ont plus besoin de faire beaucoup d'efforts pour masquer leurs méfaits. Et je pense que c'est particulièrement le cas quand on parle de l'enlèvement de Maduro et d'intervention militaire aux États-Unis, qui est une intervention militaire qui a fait 100 morts, a priori, hein, on parle de ce niveau. Le niveau de mort, alors pareil, il y a deux mouvements, hein. On va nier la violence en disant, alors, en France, France Info a même dit il n'y a pas eu de mort. Euh, Quand même, hein. Et puis ensuite, on va la justifier. Et ce qui est fou, c'est que Trump ne fait pas tous les efforts que fait notamment, que font une partie des médias mainstream français pour justifier l'intervention. Globalement, en essayant d'avoir une communication de type le Venezuela, c'était quand même une dictature, donc finalement, c'est peut-être un mal pour un bien. Trump, il s'embarrasse pas de ça, hein. Lui, il dit que c'est pour le pétrole et que c'est pour des raisons impérialistes. Il a plus Ouais. besoin, vu son niveau d'impunité, de masquer ses motifs réels, comme ont pu le faire les gouvernements précédents, notamment au moment d'invasion d'Irak en 2003, où ils s'étaient quand même reposés sur un mensonge. Mais ils avaient eu besoin de construire un mensonge. Là, le mensonge construit pour l'enlèvement de Maduro, qui est sa participation à un cartel de la drogue, il a été à peine mis en avant. Enfin, en tout cas, Trump est à un tel niveau de décomplexion face à son action que il s'embarrasse pas de le mettre en avant. Donc ça, c'est un peu les réflexions que ça m'inspire. Et je crois que voilà, c'est aussi des moments de clarification, des moments révélateurs. On a des dirigeants et une classe dominante qui ne prend plus de gants avec nous. Et du coup, voilà, le motif enfin, la question de mon livre, c'est du coup, doit-on continuer à prendre des gants avec eux, puisque eux n'en prennent plus? Et est-ce que notre niveau de radicalité est proportionné à leur niveau de radicalité à eux? Ouais. En fait, ce qui me frappe dans le cas des situations françaises, c'est que le niveau de radicalité, quand je dis radicalité, le niveau de rapport de force, c'est-à-dire qu'est-ce que tu mets dans la balance face à ton adversaire ou ton interlocuteur, et en fait, il est du même niveau qu'il y a 20 ans de la part des syndicats et des partis politiques. On fait comme si le monde, enfin, ils font comme si le monde n'avait pas changé, comme si on avait toujours affaire à des Mm. dirigeants d'une sorte de bourgeoisie un petit peu modérée, un petit peu domestiquée, alors que là, on a une bourgeoisie ensauvagée, comme certains disent, quoi. Oui, complètement. En parlant donc d'une personne, enfin, je veux pas faire de jeu de mots, mais qui n'a pas mis de gants, alors que peut-être, je pense que si, il avait des gants, mais c'est Luigi Mangione, du coup, qui lui en fait, je voulais que tu rappelles, parce que c'est un peu quand même la genèse de ton livre. Je suis assez surpris autour de moi, je me rends compte qu'il y a encore beaucoup de gens, en fait, qui connaissent pas Luigi Mangione. Moi, j'ai l'impression que tout le monde était au courant. Euh, qui c'est Luigi Mangione et pourquoi on parle de lui et pourquoi ton livre s'appelle Saint Luigi. En fait, tu sais que c'est marrant, je m'étais fait la même réflexion. En fait, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout entendu parler de l'affaire, mais les gens qui ont entendu parler de l'affaire, et qui sont aussi beaucoup, la connaissent très bien. Donc c'est comme si cet Ouais, événement, et il y a des gens qui se sont tout de suite appropriés. Alors c'est plus vrai aux États-Unis qu'en France ou en Belgique, mais c'est aussi vrai en France ou en Belgique et même en Suisse, hein. Moi, j'ai fait des présentations à Genève, enfin une présentation à Genève en décembre, et vraiment, tout le monde, enfin, il y avait énormément de gens, et puis voilà, l'histoire était claire pour tout le monde. Mais du coup, pour ceux pour qui elle n'est pas claire, parce qu'en fait, elle est pas non plus, elle a pas non plus une visibilité énorme dans les médias, par exemple français, c'est
Donc Luigi Mangione, c'est la personne qui est accusée d'avoir assassiné Brian Thompson, qui est le PDG d'une des principales assurances santé privées des États-Unis, un pays où le système assurantiel pour les soins de santé est un système entièrement privatisé, où les personnes, pour se soigner, y compris quand ils sont confrontés à des problèmes vitaux, doivent faire appel à une assurance, comme nous, on fait appel à une assurance automobile ou une assurance logement quand il y a, voilà, quand on a un accident de voiture ou autre. Donc voilà, c'est quand même ce niveau-là, c'est ce contexte-là. Donc cet assassinat, il intervient en décembre 2024. C'est un assassinat qui est spectaculaire, qui a lieu dans une rue de New York, contre un PDG qui se rendait à l'Assemblée générale de ses actionnaires. Donc déjà, le contexte, il est en soi incroyable. Et avant même qu'on connaisse l'auteur du principal suspect, en fait, le meurtrier était déjà très populaire aux États-Unis. Ça, c'est une première chose importante à préciser. Et dans un second temps, donc, on a un jeune homme qui est arrêté quelques jours plus tard, en cavale, comme ça a été dit, et qui est accusé de ce meurtre. Donc, voilà, c'est lui, Luigi Mangione. Et en fait, il est accusé de ce meurtre, et ce meurtre aurait, selon les preuves que la police prétend avoir trouvées, en tout cas, puisqu'elles sont contestées par sa défense, ce meurtre aurait des motifs exclusivement politiques. C'est pas une vengeance personnelle, c'est pas un meurtre aléatoire, c'est pas quelque chose de crapuleux. C'est bien un meurtre qui a des motifs politiques, qui vise à dénoncer un système qui est le capitalisme médical américain. Alors évidemment, c'est une méthode, c'est la méthode la plus radicale qui soit, on va dire, pour dénoncer ce système, assassiner l'un de ses membres de ce système. Mais en fait, tu parles beaucoup dans ton livre de cette question de peur. Et il y a ce slogan qu'on voit souvent même dans les manifestations, faire changer la peur de camp. Donc faire que les élites, les plus riches, les dominants aient peur des plus nombreux, donc de la masse qui se révolte en fait. Et je me demandais moi, parce que ça m'a fait évidemment beaucoup réfléchir l'histoire de Luigi Mangione. À ton avis, est-ce que c'est pas ça qui fait genre encore une fois évidemment je dis pas qu'il faut le faire, mais est-ce que c'est pas ça qui fait le plus peur à la bourgeoisie? C'est un cas isolé de loup solitaire. Ce que tu dis aussi dans ton livre sur Luigi Mangione, c'est que il avait pas de casier, personne n'aurait jamais pu s'attendre à ce qu'il fasse ça. C'était quelqu'un d'assez bonne famille, il était sportif, il avait réussi ses études, il était beau gosse. Je veux dire, il avait a priori. Donc en fait, ce que le pouvoir aime, c'est pouvoir déjà tout savoir, contrôler et pouvoir se dire cette faction-là, attention, on la regarde depuis 2 ans. Mais là, un loup solitaire qui fait quelque chose comme ça, est-ce que foncièrement, c'est pas ça qui fout vraiment les chocottes au pouvoir? En fait, il y a plusieurs choses qui font peur au pouvoir. On pourra en reparler. En tout cas, et donc pas exclusivement ça, mais ça, oui, ça a toujours été un gros problème des pouvoirs institués, quels qu'ils soient. C'est pas propre à la bourgeoisie. La noblesse, la monarchie, ça a été des systèmes qui ont été très affectés par ça. C'est l'assassinat. En fait, les assassinats politiques jouent un rôle important dans notre histoire depuis plusieurs siècles. Il y a eu plusieurs assassinats. Il y a des rois qui ont été assassinés en France. Il y a des tsars qui ont été assassinés. Il y a un tsar qui a été assassiné en Russie. Il y a même un président des États-Unis qui a été assassiné au début du XXe siècle, McKinley, par un anarchiste. En fait, même ces assassinats, ils présentaient un profil un petit peu similaire. Et il y en a eu d'autres ensuite plus tard, évidemment, au cours du XXe siècle, c'est que c'était des choses faites par des personnes très, voilà, qui étaient vraiment, qui avaient une appartenance à des courants très identifiés. Donc quelque part avec cette idée qu'on pouvait du coup prévoir. Et que par exemple, face aux vagues d'assassinats politiques qui ont eu lieu au début du XXe siècle, il y a eu une répression très importante du mouvement anarchiste, hein, qu'en était le principal promoteur et auteur. Et ça a permis, du coup, à la classe dominante de juguler ces vagues d'assassinats. Sauf que là, effectivement, Luigi Mangione, il fait peur, et ça explique aussi son attraction, hein. En tout cas, ce suspect-là, particulièrement, fait peur à la classe dominante, parce que oui, il appartient pas à un courant identifié, il est pas, donc il est difficile à repérer, et visiblement, ce qu'on sait de lui, c'est que il y a eu une radicalisation qui a abouti à ce meurtre, eh ben, elle s'est faite tout seul dans son coin.
Elle s'est pas faite au sein d'une organisation qui mettait en place des camps d'entraînement, dont on pourrait retrouver des traces sur Internet, etc., etc. Cet homme, il a un profil assez commun et qui explique pourquoi il est aussi sympathique auprès de la population. C'est un peu le profil du jeune homme, du gosse de riche en révolte, quand même. Et, euh, et pour l'anecdote, c'est quelque chose que j'avais pas du tout pensé auquel quand j'ai écrit le livre, mais là ça m'a frappé. L'autre jour, j'ai voulu montrer à mon compagnon un film qui m'avait marqué quand j'avais 18 ans, qui était le film Into the Wild de Sean Penn, qui est un film qui voilà, moi, m'avait beaucoup fait rêver, etc. Alors c'est marrant parce que je l'ai pas du tout vu du même œil beaucoup plus tard, où en fait on voit un jeune homme d'une famille très aisée, enfin aisée en tout cas, hein, vraiment la upper middle class américaine, voire quand même petite bourgeoisie, qui décide de tout plaquer, de donner toutes ses économies à une ONG et de partir into the wild dans la nature, quoi. Vivre sur les routes, d'abord comme une sorte de SDF, puis en Alaska. Et c'est inspiré d'une histoire réelle, donc cette personne a réellement existé. Et je me suis dit, c'est marrant parce que ça se passe dans les années 90. Bah, Luigi Mangione, il aurait pu finir comme le personnage d'Into the Wild. C'est vraiment le même profil, avec les mêmes côtés un peu agaçants d'ailleurs. C'est-à-dire quelqu'un de privilégié qui n'est pas content de sa condition parce que le bonheur, voilà, n'est pas forcément dans les classes supérieures. Il y a des conformismes qui pèsent, il peut y avoir des conflits parentaux, des conflits de personnes, ça existe aussi, hein, de la violence intrafamiliale, et, euh, et qui se radicalise, mais voilà, le personnage dans Into the Wild, il se radicalise en quelque sorte sur un rejet de la société dans son ensemble, quelque part un rejet assez dépolitisé et une aspiration très individualiste à vivre dans son coin, ou à faire des expériences existentielles fortes. À Luigi Mangione, ce qu'on sait de son parcours, c'est qu'il a fait un petit peu pareil dans un premier temps, il a voyagé avec son sac à dos en Asie, etc., pour essayer de trouver une sorte de paix spirituelle, visiblement. Euh, donc vraiment des réflexions profondes sur le sens de la vie, sur les injustices dans le monde, sur qu'est-ce qui tourne pas rond, qu'est-ce qui fait que nos vies sont aussi difficiles. Et lui, il en a tiré une conclusion politique qui est, c'est à cause du système. En tout cas, il en aurait tiré une conclusion politique qui est à cause d'un système parasitaire, hein, qui est le système de la grande bourgeoisie mondiale. Et il s'en est pris à un de ses principaux représentants. C'est quand même ça l'histoire. Et donc oui, l'idée qu'il pourrait comme ça émerger de façon aléatoire des Luigi Mangione. Parmi la jeunesse en plus éduquée et aisée, c'est-à-dire pas là où on s'y attend forcément le plus, je pense que ça peut être une idée assez effrayante. Et pour le reste de la population, c'est une idée un peu excitante. Et ça, j'insiste là-dessus, mais c'est presque ça qui m'intéresse le plus. Moi, les sentiments de la classe dominante par rapport à Luigi, déjà, ils sont plus difficiles à connaître, parce qu'elles font moins part de leurs intentions, alors que les sentiments de la population, on peut les voir sur les réseaux sociaux, etc., à travers des études, des sondages. Moi, je pense que parmi la population générale, l'affaire Luigi, elle a créé un engouement parce que c'est l'idée qu'enfin quelque chose se passe qui ne va pas dans le sens des puissants. Et je crois qu'on est habitué quand même depuis plusieurs décennies à ce que tout se passe dans un certain sens et que quoi qu'on fasse, ça arrive quand même. Et d'ailleurs, c'est globalement ce que les gouvernements successifs nous disent. Ils disent, vous aurez beau manifester, vous aurez beau vous mettre en grève, vous aurez beau faire ceci, cela, vous aurez beau voter à gauche ou voter à droite, à la fin, ça sera quand même le programme qui arrangera nos intérêts qui sera appliqué parce que c'est le seul possible. Ça, c'est vraiment une idée forte. C'est cette idée du réalisme capitaliste, hein, qui a été théorisée entre autres par Mark Fisher, ce théoricien britannique. C'est l'idée que voilà, il y a un truc encore plus fort, hein, que le capitalisme ne marche plus par l'envie, c'est-à-dire qu'il fait plus envie. Par contre, il fonctionne en disant que de toute façon, il n'y a pas d'autre plan. Et ça, je pense qu'un événement comme l'assassinat de Brian Thompson ne rebat pas fondamentalement les cartes, hein, par ailleurs, mais par contre, sur le plan symbolique, sur le plan philosophique, ça donne quand même l'impression qu'en fait, s'il y a du jeu dans les rouages et qu'il peut se passer des choses et que tout n'est pas écrit, puisque ça, ce n'était pas prévu. Voilà. T'as amené de manière superbe ma prochaine question. Il n'y a pas d'autre plan, c'était aussi le slogan du thatcherisme, hein, dans les années 80 en Angleterre. C'était Tina, there is no alternative. Et c'était donc il n'y a pas d'autre plan, comme tu disais, à ce capitalisme. Mais j'aimerais bien qu'on revienne, parce que c'est une grande partie de ton travail, sur ces parasites dont tu parles. C'est un terme fort, mais en fait, quand on utilise des mots aussi forts et qu'on a les faits et les preuves pour
pour les justifier. Je trouve que c'est tout à fait justifié, du coup. Il y a un texte aussi qui a été retrouvé chez, a priori, parce qu'il y a une enquête chez Mangione qui parle de parasites aussi. Mhm. Et toi, donc c'est en référence à la classe bourgeoise, ce qu'on a pu dire dans Occupy Wall Street, les 1%, parce que il faut vraiment se rendre compte que c'est vraiment ça. C'est un infime pourcentage de gens au monde qui parasitent la société, le monde, la planète, etc. Et toi, tu as utilisé le même terme, évidemment, pour un de tes livres. Donc, est-ce que tu pourrais nous expliquer comment tu en es venu à la conclusion que ce terme pouvait vraiment s'appliquer à une partie infime de la société? Oui, déjà, le terme de parasite, en fait, faut voir que même Karl Marx, en fait, dans ses écrits, pas les plus théoriques, mais ses écrits les plus politiques, il employait beaucoup des termes comme ça, il disait des vampires, enfin voilà, il utilisait des métaphores qui avaient pour but de montrer l'emprise économique, morale, politique de la classe bourgeoise. Moi, je m'inscris quand même dans cette tradition-là, c'est-à-dire de populariser l'analyse en termes de lutte des classes. Ça, c'est pour le coup ce que fait mon magazine Frustration depuis qu'on l'a fondé en 2013 maintenant. Et donc ça fait plus de 10 ans qu'on fait ça, c'est-à-dire qu'on essaie d'actualiser et de documenter la lutte des classes. Et la lutte des classes, en fait, dans ses grands mécanismes, elle n'a pas fondamentalement changé depuis le 19e siècle, depuis qu'elle a été théorisée comme telle, c'est-à-dire que il y a une partie du fruit de notre travail voilà, qui est volée, enfin, de notre point de vue, par celles et ceux qui possèdent, qui sont plutôt ceux d'ailleurs, qui possèdent les moyens de production, c'est-à-dire qui possèdent les entreprises, les plateformes, tout ce qu'on veut, les logements. Et donc voilà, c'est des gens qui, ça c'est, on va dire, la chose la plus connue pour le coup, hein, donc c'est l'exploitation. L'exploitation, c'est que si je suis salarié dans une entreprise, ce que je reçois en fin de mois, c'est pas l'équivalent de tout ce qu'a produit mon travail. Il y a une partie de ce qui a été produit qui va ailleurs. Alors ailleurs, parfois, à juste titre, je sais pas, pour investir, pour les impôts, pour faire tourner la société, mais aussi pour les actionnaires. Et cette part-là, donc qui est volée dans toutes ces entreprises, que ce soit les petites ou les grandes, il n'y a pas de différence sur les mécanismes, même si c'est parfois plus visible ou moins. Euh, ça déjà, c'est du parasitisme. C'est-à-dire que, voilà, de mon point de vue, je suis pas le seul à le penser. En gros, la rhétorique capitaliste, ça va être de dire, en fait, nous, vu qu'on possède, vu qu'on apporte le capital, vu qu'on crée des emplois, en fait, on mérite cette part qu'on vous prend, et vous devriez nous remercier pour ça. En fait, quand on regarde les faits, ce que j'ai essayé de faire dans mon livre Parasite, c'est que non, les capitalistes, ils ne créent pas d'emplois, ça c'est vraiment une légende urbaine, ils n'investissent pas. Globalement, l'actionnariat, par exemple en France, depuis les années 2000, si on cumule, ça nous a coûté plus cher que ce que ça nous a rapporté. Euh, et ils n'innovent pas non plus, par ailleurs. Donc voilà, historiquement, c'est toujours par exemple la puissance publique qui a permis à l'économie d'avancer, qui a permis de mettre à jour des découvertes qui ont ensuite été réappropriées par le privé. Voilà, globalement, le bilan, il est mauvais, et c'est pour ça qu'on peut parler de parasitisme, c'est-à-dire un parasite, c'est au-delà de l'insulte, parce qu'évidemment, c'est une insulte, c'est vraiment quelqu'un qui vit aux dépens d'un autre être sans le tuer. Ça, c'est un parasite. Alors bon, dans notre cas, il y a aussi des morts, mais disons que le mécanisme principal, c'est d'utiliser des gens pour s'enrichir et s'enrichir de façon exponentielle. Et je dirais qu'à ce parasitisme sur le travail, il y a aussi le parasitisme sur nos besoins. Ça, c'est quelque chose que j'avais moins développé à l'époque dans le livre Parasite, même si je l'évoque, mais qu'on essaie de plus en plus de documenter dans Frustration. Notamment, ce sera le cas dans notre prochain numéro papier qui porte sur la ville et le logement. Bon, le logement, c'est vraiment l'exemple type, c'est un besoin fondamental qui est de plus en plus, et ça n'a pas toujours été autant le cas, parasité par une classe qui est la classe des propriétaires, qui se confond souvent avec la classe des actionnaires, même si pas que, c'est-à-dire vraiment des gens qui utilisent notre besoin et notre dépendance à l'égard de la nécessité d'avoir un toit pour s'enrichir. Donc il y a aussi une forme de parasitisme par rapport à nos besoins. Donc en fait, ce constat que je voulais faire, c'était un constat assez froid finalement, au-delà de l'insulte, qui est vraiment de décrire une situation de fait. Et le parasitisme, c'est une situation, parasite de la bourgeoisie française ou ailleurs, c'est vraiment une situation de fait. Après, on pourrait étendre ça sur le parasitisme culturel, le fait que toute une partie des idées produites le sont du coup en accord ou sous le saint patronage de toute une partie de cette classe-là. Il y a un parasitisme politique, étatique, toute une partie de nos ressources étatiques sont allouées. Toute une partie de nos impôts sont alloués, par exemple, aux entreprises privées. En France, c'est devenu le premier poste de dépense de l'État, le soutien aux entreprises privées. Et puis, il y a une emprise sur notre vie politique, c'est-à-dire que toute une partie de nos institutions, voire même toutes nos institutions,
sont globalement subordonnés aux intérêts de la bourgeoisie, ou en tout cas subordonnés au fait de ne pas y porter atteinte. Donc le terme parasite, en fait, il n'est pas provocateur, il est très factuel, et je tenais à le faire comme ça aussi. Là, c'est plus un détail stylistique. C'est qu'évidemment, souvent, c'est plutôt les classes populaires qui vont être analysées sous le prisme du parasitisme, sous le prisme de la dépendance, etc., qui vont être regardées un peu comme des animaux. Et moi, j'avais envie de regarder la bourgeoisie comme des animaux. Donc, je voulais inverser un petit peu le regard. Et tu parles aussi dans ton livre, tu écris leur règne s'étend, nos chances de survie se réduisent. Pareil, ça paraît être un truc un peu extraordinaire de dire ça comme ça, mais il y a un rapport récent de l'INSEE qui explique que les plus riches, donc là on parle des plus, vraiment encore une fois du 1% les plus riches, ont une espérance de vie, c'était surtout chez les hommes hein, qu'ils avaient, donc pas les femmes, les hommes, où ils avaient regardé ça. Les plus riches, donc les hommes les plus riches, peuvent vivre jusqu'à 13 ans de plus que les personnes les plus pauvres. Je trouve ça vraiment incroyable et choquant. Tu parles aussi dans ton livre de nombre de morts par an liés au chômage. On n'en parle jamais comme violence, mais on chiffre ça entre 10 000 voire 15 000 morts par an liés au chômage. Mhm. Et donc voilà, je voulais que tu parles vraiment de cette violence en fait, violence déjà de lire des choses comme ça, et violence de cette réalité quoi. Oui, en fait, ça c'est dans mon livre Saint-Luigi, j'ai voulu finalement je suis allé au plus simple. Dans Saint-Luigi, quand je parle du capitalisme, je dis OK, on va regarder combien ça fait de morts quoi au bout d'un moment. C'est-à-dire on peut débattre de est-ce que le capitalisme nous rend heureux ou pas, est-ce que ça nous Mm. exploite ou pas, est-ce que ça provoque des troubles psychiques ou pas. Alors la réponse est oui hein. Mais en fait, j'ai voulu aller au plus vif et le plus vif, c'est quand même de perdre sa vie. Et ça, les morts du capitalisme, hein, il y a eu un livre dans les années 90 qui s'appelait Le Livre noir du communisme, qui recensait tous les morts faits par les régimes totalitaires à l'Est et ailleurs, et qui sont réels hein, par ailleurs, des morts issues de politiques, de décisions politiques. Bah, c'est le cas aussi avec le capitalisme, et voire même, vu que le capitalisme a duré plus longtemps, il y en a bien plus. Donc, effectivement, et moi je voulais parler de ces morts-là, en disant là, il n'y a pas de débat. C'est-à-dire, en fait, quand vous délocalisez toute une partie de l'industrie hors d'Europe, par exemple, eh ben, bon, déjà, vous allez exploiter, c'est pas fait pour le plaisir de voyager, c'est fait pour pouvoir exploiter plus fort les pays du Sud. Et puis, dans les pays du Nord, ça rend obsolète des générations de personnes, des villes, des villages, dont la plupart des gens se retrouvent avec très peu de ressources, et puis surtout où ça perturbe entièrement leur existence même, qui avait été auparavant très définie autour du travail, puisque c'est comme ça qu'on est censé se définir dès notre plus jeune âge. Donc voilà, je parle de ça, et puis particulièrement sur les questions de santé, et je pense que là c'est éclatant. Aux États-Unis, cette dépendance, cette omniprésence du système de santé privé provoque jusqu'à 50 000 morts par an faute de soins dans un pays qui est le plus riche du monde et qui aurait tout à fait les moyens de Ouais. soigner personne et où les technologies existent pour les soigner, je précise, hein, c'est pas des gens qui sont morts de cancer en phase terminale. Donc là, voilà, c'est quantifiable, euh, et on pourrait parler aussi de voilà, tout ce qui est lié aux morts. En France, le sujet qui commence à monter, c'est quand même les morts de l'agroalimentaire, c'est-à-dire toutes ces personnes qui ont été exposées à des pesticides et qui fait qu'en France, on a une épidémie de cancer, notamment de cancer du pancréas. Ça, personne absolument n'en parle parce qu'en fait, il y a un tabou incroyable et le secteur agroalimentaire est très puissant en France, mais ça va devenir un énorme problème. Ça va devenir un énorme problème. On est en train de compter nos morts sur ce sujet-là, sur ce sujet du cancer. Donc voilà, je voulais revenir à la question des morts un peu pour clore le débat quand même. C'est-à-dire, c'est pas qu'une impression que le capitalisme est un système profondément nocif et que le parasitisme de la bourgeoisie nous nuit. C'est que ça se mesure. Et je parle même pas du problème écologique et du changement climatique, qui est quand même enfin, je dis une bombe à retardement, mais non, ça a déjà commencé. C'est-à-dire des zones de la planète qui commencent à devenir habitables, avec tout ce que ça implique de déplacement de population, de perte de chances, de survie, etc. Voilà, tout ça est en train de se produire sous nos yeux. Et voilà, j'insiste là-dessus parce qu'en fait, j'ai l'impression que par moment, ce constat, il fait pas la une tous les jours, quoi. Enfin, c'est pas que j'ai pas l'impression, c'est que c'est le cas. Ouais. Ouais, parce que là, rien qu'en t'écoutant, si tu si t'ajoutes les morts de manière mathématique, si tu comptes l'agroalimentaire, le chômage, si t'ajoutes à ça les migrants qui sont morts dans la Méditerranée les 10 dernières années, Bah si voilà. t'ajoutes à ça le réchauffement climatique, ça commence à faire des chiffres incroyables. Et tu parles dans ton livre
encore une fois, par rapport à ce parasitisme, ces parasites, tu cites un passage de cette série qui a été un grand succès, qui s'appelle Succession aux États-Unis, où Brian Cox, qui joue le rôle du père, du patriarche de la famille, dit à son fils il a un accident de voiture et il tue un des serveurs. Euh, NRPI, donc en anglais, No Real People Involved. Donc en fait, tu as tué ce serveur, mais qui en gros, on sait pas qui c'est, c'était quelqu'un pas de notre classe, et donc ce n'était pas une vraie personne. Quand tu penses franchement, rien qu'aux dernières 2 années, entre les migrants, entre Gaza, entre les gens qui vivent dans la rue, et on le voit encore avec la vague de froid à Paris, j'étais à Paris il y a 2, 3 jours, je suis passé porte de la Chapelle, il y avait des centaines de tentes couvertes de neige. Euh, euh, cette vision du monde qu'a ces 1% et cette élite parasite, du coup, euh, est quand même que peut-être qu'eux sont pas des surhommes, mais en tout cas, nous, on est clairement des sous-êtres humains, en fait. Et je me demandais si tu avais analysé ça comme ça, comme c'est du racisme social, ça c'est certain, mais est-ce que c'est pas aussi un mélange entre le racisme social et le suprémacisme blanc, tout ça? Oui. En fait, tu vois, dans la série Succession, évidemment, les réalisateurs de la série, ils imaginent, alors évidemment, j'imagine qu'ils se sont documentés, mais voilà, ils ont essayé de faire une famille qui est quand même à l'image de cette bourgeoisie radicalisée. Donc on voit que c'est des gens qui ont quand même aboli toute une partie de leurs valeurs morales. Et en fait, cette abolition, on l'est rendue possible par une hiérarchisation. Donc là, ils imaginent que dans l'entreprise en question, Waystar, en fait, il y a un sigle spécifique pour désigner les personnes dont le sort est peu important, donc en fait des travailleurs migrants, des prostituées, etc. Donc ils vont dire, bah non, c'est des personnes, no real person involved, donc pas des vraies personnes. Bon, évidemment, c'est de la fiction, mais et peut-être qu'il n'y a pas d'entreprise où ce sigle existe, parce que ça les exposerait quand même énormément. Par contre, oui, dans les entreprises capitalistes et dans le monde capitaliste, en fait, il y a quand même cette idée qu'il y a des gens, c'est pas des vraies personnes. Et ça, c'est particulièrement vrai aussi dans la façon dont les médias mainstream vont traiter une information. Euh, Selon la proximité géographique, alors il y a des choses qui, on va dire, qui vont être normales, entre guillemets, c'est-à-dire que quand un accident arrive près de chez toi, il y a un effet de proximité géographique qui va faire que tu vas te sentir plus concerné, parce qu'il y a un effet d'identification, etc. Mais là, c'est quand même poussé à l'extrême et finalement sur des critères qui sont sociaux et raciaux, hein. Donc voilà, c'est aussi le concept de nécropolitique, ça, l'idée qu'on peut, en fait, qu'il y a des vies qui comptent moins que d'autres et que notamment, particulièrement, il y a des vies qui sont déshumanisées, c'est-à-dire que les réfugiés qui meurent dans la Méditerranée n'ont pas droit au même traitement médiatique, leur vie n'est pas individualisée, quoi. On va pas faire un récit sur chacun d'entre eux, comme on le fait par exemple, et c'est normal, sur les victimes Hmm. de cet incendie terrible en Suisse, qui a beaucoup choqué. Et moi, quand je dis ça, je dis pas, faut pas être choqué pour les victimes en Suisse. C'est qu'en fait, on voit bien dans ces moments-là que le Ouais, décompte ouais. des morts, finalement, c'est une information très relative pour les médias capitalistes et pour la société capitaliste. Et le problème, c'est pas tant d'ailleurs malheureusement, le problème, c'est pas tant que ces 1% pensent comme ça, c'est qu'ils font en sorte que nous aussi, quelque part, on pense comme ça. En tout cas, qu'ils soient pas les seuls à penser comme Ouais, ça. Et c'est exactement ce qu'ils ont essayé de faire, et je pense qu'ils y arrivent mal d'ailleurs, avec le génocide des Gazaouis. C'est-à-dire que globalement, oui, là, c'est l'idée, c'est que c'est des animaux. D'ailleurs, ça a été dit hein, par un ministre israélien. Donc en Israël, c'est très clair que là, il y a cette déshumanisation qui est opérée, et qui malheureusement semble partagée par toute une partie de la population, pas seulement Netanyahou. Enfin, je crois que tu connais le sujet mieux que moi. Donc, mais Gaza, si j'en parle à la fin du livre, c'est que bah, c'est l'exemple poussé à son extrême, mais qui en dit très long, quoi, sur la façon dont on peut déshumaniser tout un groupe humain. Et voilà, et je pense que en fait, on voit bien sur la répression des mobilisations pro-palestiniennes ouais. dans les pays d'Europe, notamment, je pense, en Allemagne, aussi en France. En fait, on accuse des gens de vouloir se battre pour d'autres, quoi. C'est vraiment, c'est un anti-humanisme affiché des gouvernements, parce que l'humanisme, à la base, c'est bah, l'humain compte, on va se battre pour les vies humaines. Les vies humaines, ça compte. C'est quand même une sorte d'implicite assez, voilà, qui est commun à, en fait, la plupart des sociétés humaines. Et en fait, cet implicite-là, ils sont en train d'essayer de nous le faire disparaître. Et le capitalisme, de toute façon,
dans son fonctionnement, si on le laisse fonctionner tel qu'ils veulent qu'il fonctionne, ça hiérarchise les vies en fonction de critères sociaux et qui du coup vont se confondre avec des critères raciaux parce que le capitalisme il n'a jamais fonctionné sans colonialisme. C'est deux systèmes qui sont intrinsèquement liés. Donc en fait, voilà, le capitalisme, voilà, petit rappel historique, mais ce qui a quand même permis, beaucoup d'historiens le disent, ou en tout cas ce qui a fortement contribué au développement du capitalisme en Europe, c'est quand même bien le commerce d'esclaves entre l'Afrique, l'Amérique et l'Europe, quoi. Ça, enfin, moi j'habite sur la côte atlantique, de nos villes, La Rochelle, Bordeaux, qui ont abrité du coup toute une bourgeoisie à partir du XVIe siècle, c'est quand même lié à ce commerce-là, donc enfin Ouais. commerce, à ce crime contre l'humanité. Donc en fait, voilà, c'est pas nouveau, cette déshumanisation, mais je pense qu'on avait réussi à la combattre en fait à la fin du XXe siècle, ou en tout cas que voilà, le mouvement ouvrier, le mouvement anti-impérialiste, anticolonial, il avait quand même fait des progrès. Et là, je pense qu'il nous frappe, c'est qu'il y a un très fort retour en force du capitalisme déshumanisant et qu'on a du mal à le combattre. Et d'ailleurs, je voulais en venir là, ce capitalisme, c'est un système. C'est pas évidemment des actes isolés, etc. C'est systémique. Et cette élite, en fait, nous fait croire que tout va bien puisque nous vivons en démocratie et qu'on a quand même le choix d'élire tous les 4 ans ou tous les 5 ans. Ce qui se passe, c'est qu'on a le choix d'élire notre maître tous les 4 ans ou tous les 5 ans, vu le système actuel. Toi, par rapport à ce système actuel, tu parles de régime oligarchique à prétention démocratique, et tu dis même à un moment dans le livre, tu parles de mascarade, en fait. Euh, Pourquoi? Parce qu'en fait, j'avoue, je pense pas non plus vraiment qu'on vive en démocratie, mais quand tu dis ça dans la rue, il y a des choses que les gens, par la propagande, des médias, etc., ont vraiment inculqué, et ça fait pas, et c'est impossible, malgré que tu leur donnes les faits, hein, c'est impossible pour eux de comprendre que ce que on vit en ce moment, ce n'est pas un système démocratique. Et on te dit toujours, mais Franck, si tu veux changer les choses, va voter tous les 4 ans. Mhm. Donc pourquoi tu parles de mascarade et de régime oligarchique à prétention démocratique? Alors, c'est important. Juste avant, je voulais refaire une petite précision. J'ai cité le concept de nécropolitique sans son auteur, qui est Achille Mbembe. Et voilà, c'est quand même important, puisque j'essaie à chaque fois de redonner les bons noms. Ce concept de nécropolitique, donc, est vraiment sur la façon dont on va classer les vies humaines sur des critères raciaux. Alors, les régimes démocratiques, je sais, c'est marrant qu'on en parle maintenant, parce que c'est quelque chose sur lequel, dont on parle beaucoup en ce moment même, à propos du Venezuela. Je sais pas si tu as vu, il y Ouais, a quand même ce débat qui est de dire oui, mais l'intervention de Trump, c'est pas bien parce que ça respecte pas le droit international, mais le Venezuela, c'était pas une démocratie, donc en fait, c'est possible. Globalement, c'est une ligne de toute une partie des dirigeants européens, de toute une partie de nos médias, qui est en fait une ligne qui va valider l'intervention militaire de Trump. Et donc, s'en est suivi un débat sur est-ce que le Venezuela, c'est une démocratie, est-ce que c'est pas une démocratie. Nous, à Frustration, on a dit, bah oui, évidemment, c'est pas une démocratie, mais il se trouve que la France n'est pas une démocratie non plus. Et que, en fait, je crois de plus en plus que notre représentation de ce qu'est une démocratie est quasiment une sorte de représentation symbolique, esthétique et voire coloniale, tu vois. Bon, je suis pas le seul à le penser, là, on a l'impression que... Enfin, il y a des gens pour qui c'était sans doute bien plus évident avant moi, mais je veux dire, moi, je le vois beaucoup plus clairement maintenant. C'est qu'en fait, l'idée que, globalement, le Nord, c'est démocratique, et le Sud, ça l'est pas. Quand je dis hmm, Sud, c'est les pays, les ex-pays colonisés. Et en fait, derrière, il y a des représentations assez racistes de dire, bah, nous, dans le Nord, on est beau, on est bien, on est éduqué, donc on est en démocratie. Et en fait, dans le Sud, voilà, ils sont pas organisés, ils sont pas ceci, donc quelque part, ils le sont pas. Et on va toujours questionner la nature des régimes du Sud, mais souvent à juste titre. Par ailleurs, je dis pas que, en fait, mais on va pas questionner ceux du Nord, ça c'est sûr. Et on les questionne pas, alors même que les preuves s'accumulent, quoi. C'est que là encore, il y a des caps qui ont été franchis. D'ailleurs, en France, on n'arrête pas de dire un cap a été franchi, mais on fait jamais le bilan de bah du coup où on en est, parce que ça fait tellement de caps franchis depuis 2015 que je pense qu'il est temps de faire un bilan. Et le bilan, donc effectivement, c'est des systèmes oligarchiques à apparence démocratique au sens où le fonctionnement principal, c'est la reconduction d'une oligarchie, c'est-à-dire d'une classe dirigeante
favorable aux intérêts de la bourgeoisie, enfin de la classe capitaliste, qui va participer de près ou de loin à ça. Et en fait, pour le coup, la vraie évolution qu'on a pu voir en France comme aux États-Unis, c'est que la classe capitaliste, elle y participe de plus en plus de près. C'est-à-dire que c'est pas nouveau qu'il y a une classe politique ou des États qui soient au service de la bourgeoisie. Euh, voilà, Marx, il disait que voilà, la République bourgeoise, c'était, enfin, le Parlement, c'était le comité de gestion des affaires de la bourgeoisie. C'est-à-dire qu'en Mm. gros, ce qui se passe dans les instances dites démocratiques, c'est principalement des arbitrages entre des intérêts divergents au sein de la classe bourgeoise ou des intérêts divergents au sein des classes supérieures qui vont faire des concessions, etc. Mais c'est pas les intérêts divergents de toutes ces classes sociales qui sont représentées. Ça n'a pas fondamentalement changé, mais je trouve ce qui a augmenté, c'est la façon dont la classe capitaliste s'en mêle directement. C'est-à-dire que maintenant, on sait, alors aux États-Unis, c'est très clair, Trump est directement un membre de la classe capitaliste. Musk, qui dirigeait un ministère, l'était également. En France, Macron est directement quelqu'un qui a travaillé pour une banque d'affaires. Les banques d'affaires, c'est des lieux d'entremise de la classe bourgeoise. Donc en fait, c'est des lieux assez centraux dans la vie de cette classe-là. Euh, on sait que Bernard Arnault l'a appelé au lendemain des législatives pour lui dire de ne pas Ouais, nommer de ministre de gauche. Enfin, et puis maintenant, et puis on le sait, et puis ça n'apparaît plus scandaleux par ailleurs. ouais, Donc le mythe s'effondre et en même temps il s'effondre pas, comme tu le disais. C'est parce que, enfin, comme tu disais, il y a un peu cette idée que, bah, si on est en démocratie, mais parce qu'on n'arrête pas de le dire aussi, on dit nos démocraties, il faut ouais. protéger nos démocraties, il faut protéger nos démocraties contre Poutine, il faut protéger, voilà, il faut amener la démocratie dans les pays du Sud. Mais en fait, voilà, comme je te disais, je crois que de plus en plus que cette démocratie, c'est une sorte d'esthétique, voilà, coloniale, sociale, et qui n'a pas de réalité empirique. La réalité empirique, en fait, la démocratie, c'est le gouvernement du peuple. Voilà, on va pas la signification est dans le mot, donc on va pas chercher plus loin. En fait, bon, ils ont imposé l'idée que non, ça peut pas fonctionner comme ça, que ce qu'il nous faut, c'est une démocratie représentative. Et la démocratie représentative, ça permet d'être représenté par d'autres que soi, qui vont pouvoir, à qui on va déléguer du pouvoir. Voilà. Donc, bah, selon les pays, ça va avoir une configuration différente. En France, c'est principalement un pouvoir présidentiel à qui on va confier un pouvoir. En Belgique, c'est un système un peu voilà, de règne des partis, hein, à qui on va déléguer ce pouvoir-là, qui ensuite vont faire la pluie et le beau temps, etc., qui vont s'arranger ensemble. C'est plus des sortes de dignitaires en Belgique. Euh, Même en Suisse, ça c'est quelque chose dont on m'a parlé récemment, justement, quand je suis allé en Suisse. En Suisse, à la fois, on a un système qui est beaucoup plus démocratique dans son fonctionnement institutionnel, où pour autant, la classe bourgeoise, parce que c'est une société très inégalitaire, a une emprise très forte sur la façon dont il fonctionne. Donc, en fait, si je reviens au cas de la France, la question, c'est est-ce que le peuple a le pouvoir? À quel moment il l'a? Est-ce que globalement il l'a? Est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs pour le peuple? Bah, à toutes ces questions, on peut répondre non. Et il y a un autre critère quand même pour les régimes démocratiques, c'est est-ce qu'il y a des, voilà, est-ce qu'il y a des contre-pouvoirs? Est-ce qu'il y a des recours? Est-ce qu'il y a des recours, par exemple? Bah, en France, il y a des recours, mais c'est des recours inopérants. Un peu comme dans une entreprise, si tu veux, dans une multinationale ou dans plein d'entreprises un peu grosses, on va mettre des boîtes à idées, on va faire des Ouais. consultations, on va faire des town halls meetings, comme ils disent, euh, en France comme ailleurs. Mais en fait, ça sert à rien. Enfin, ça n'aboutit pas. Et les gens le savent très bien d'ailleurs. Bah, c'est pareil en France avec les conventions citoyennes, avec les grands débats nationaux. Macron, il a fait beaucoup de faux recours de ce genre. Les élections législatives se sont avérées être un faux recours qui finalement n'a pas orchestré la faillite du gouvernement. Donc, et même en allant plus loin, le problème, c'est est-ce que réellement alors en France, ça a évolué, mais longtemps en France, on a eu une alternance de partis de droite et de gauche qui globalement servaient les mêmes intérêts. C'est-à-dire, depuis les années 80, le PS et la droite font des programmes qui sont très similaires, parce qu'en fait les deux sont ancrés dans la bourgeoisie. Donc voilà un petit peu le constat hein, qui est de mieux en mieux connu, mais je pense qu'encore une fois, euh, s'il y a cette impression forte qu'on est en démocratie, c'est qu'en fait quand on veut dire on est en démocratie, on veut dire autre chose. Euh, et on parle de choses qui n'ont rien à voir avec la démocratie. On va dire oui, bah il y a une liberté d'expression, alors qui est relative. Par exemple, quand on parle de la Palestine, elle est pas forcément aussi grande. On va dire il y a une liberté de circulation. C'est vrai, mais elle est aussi relative. Enfin, elle est formelle la liberté de circulation, mais en France, on a des transports qui sont extrêmement onéreux. Donc non, on peut pas se balader comme ça librement. Hein. On n'est pas obligé de montrer un passeport régional, mais n'empêche que c'est pas si simple. Donc en fait, voilà, il y a une sorte de
ouais, d'esthétique, de symbolique de la démocratie, mais dans les faits, est-ce que les personnes ont le pouvoir et est-ce qu'elles peuvent contester le pouvoir? La réponse est clairement non. Voilà. Et donc, si on répond négativement à cette question, je suis désolé, on n'est pas en démocratie, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas une vue de l'esprit, quoi. Si on est un peu rigoureux, on l'est pas et on s'y dirige pas. Et du coup, la question, c'est parce que donc le sous-titre de ton livre, c'est comment répondre à la violence du capitalisme et comment combattre le capitalisme et comment potentiellement changer ce système dans lequel on vit. Toi, tu as travaillé un peu à l'intérieur, hein, ce système. Tu as été assistant parlementaire, je crois, de 2017 à 2019. Peut-être que je me Ouais, trompe, mais absolument. T'as les donc dates justes. tu as été à l'intérieur de ce système et tu pourras nous dire, parce que tu dis dans ton livre que tu y as cru à un moment. C'est à l'intérieur de ce système qu'on va pouvoir faire bouger les lignes et changer les choses. Euh, il y a aussi, quand on étale à tous les faits qu'on vient d'étaler, les morts, les parasites, la répartition des richesses, ce racisme institutionnel, on se demande toujours, mais comment il se fait qu'il n'y a pas une révolution depuis longtemps? Comment ça se fait que les gens n'ont pas pris les armes, quelque part? Gramsci, lui, il parlait d'hégémonie culturelle et il parlait qu'il fallait préparer les esprits à la révolution. Mais dans ton livre, tu cites aussi, par exemple, un auteur anarchiste, hein, Peter Gelderloos, j'arrive jamais à prononcer son nom, qui lui explique aussi, et tu disais qu'on a tellement brainwashé, désolé, les gens avec cette idée qu'on vivait en démocratie qui finissent par le croire. On a aussi lobotomisé les gens avec l'idée que c'était toujours la non-violence qui avait achevé des résultats incroyables dans l'histoire. Peter Gelderloos, dans son livre, montre que non, bien sûr que non. Mais tu reviens aussi sur les mouvements d'action directe, révolutionnaires du début du XXe siècle, avec comme exemple principal les IWW, Industrial Workers of the World. Euh, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que même quand on donne tous ces exemples, ça paraît utopique. Les gens disent ah oui, mais c'est une autre époque, et ils ont raison, parce qu'on sait que l'appareil en face de nous, qu'il soit militaire ou policier ou les deux, est beaucoup plus radical qu'à l'époque, est beaucoup plus puissant en fait qu'à l'époque, et les technologies de surveillance, etc., empêchent pas mal de choses. Mais du coup, ouais, j'ai mis plein de choses dans une chose, mais déjà, toi, de l'intérieur, est-ce qu'à un moment, t'as cru que ça pouvait changer? Et pourquoi peut-être tu t'es rendu compte que non? Et par rapport à ces mouvements d'action directe, on parle du début du XXe siècle, mais dans les années 70, c'était beaucoup plus violent, hein, comme tu parlais des assassinats. Pourquoi il ne se passe rien aujourd'hui à ce niveau-là, par exemple, pour être Ouais. simple? Alors, je vais te répondre finalement à deux questions. Moi, j'ai l'impression, c'est-à-dire, bah, quel est le problème avec changer les choses de l'intérieur ou en suivant les règles et pourquoi j'y crois modérément? Du coup, pourquoi je crois plutôt à un dénouement révolutionnaire et comment ce dénouement peut arriver, sachant qu'il n'a pas du tout l'air acquis. C'est ça, hein, si je résume, hein. Euh, bon, sur la partie de l'intérieur, moi, j'ai le parcours de plein de gens, c'est-à-dire que moi, j'ai suivi d'abord ce qu'on nous a proposé, c'est-à-dire l'idée que la politique, d'ailleurs, souvent pour beaucoup de gens, le terme politique se confond avec politique institutionnelle. La politique, si tu t'intéresses à la politique, c'est-à-dire si tu t'intéresses au sort des gens, bah, du coup, tu dois te tourner vers les institutions et participer au jeu politique qu'on appelle parfois jeu démocratique, même s'il ne l'est pas. Donc en fait, bah, on va essayer de faire en sorte que les gens que t'aimes bien se fassent élire et que ceux que t'aimes pas se fassent pas élire, quoi. Bah, ça va être ça le jeu. Et moi, ce jeu, je tiens à dire déjà que moi j'ai une position non dogmatique qui est aussi la position de Frustration Magazine, qui est un magazine anticapitaliste, ça oui, mais qui prône quand même la diversité des formes de lutte. C'est-à-dire on respecte le fait que des gens peuvent croire à certaines choses et d'autres plutôt à d'autres, parce que de toute façon c'est pas une science exacte, hein, la question de comment on va s'en sortir. Donc moi en gros il y a deux tendances quoi. Il y a une tendance qui est on va dire électoraliste, qui va dire bah nous on va faire en sorte que notre candidat soit élu. Moi, par exemple, c'était Jean-Luc Mélenchon, hein, clairement, et que ensuite il puisse appliquer un programme qui déjà, moi là-dessus, je pense que en fait, ce qu'on cherche là-dessus, c'est déjà à soulager un petit peu la population, quoi, à détendre, à faire un peu reculer le capitalisme. Le programme de la France insoumise, par exemple, c'est pas un programme anticapitaliste, c'est un programme qui va essayer de faire reculer le capitalisme dans certains secteurs, qui va promouvoir les services publics, mais c'est à peu près tout. Il n'y a pas de projet de socialisation d'économie dans le programme de la France insoumise. Donc déjà, de ce point de vue-là, il n'existe pas sur le plan électoral
des alternatives très claires de ce côté-là. Mais moi, du coup, je me suis quand même mis parce que il y a aussi cette idée que bah ouais, il faut pas toujours être trop exigeant. Ça, on nous a beaucoup habitués à cette idée-là, hein, qu'il faut être réaliste, qu'il faut faire avec ce qu'on a et que donc ça sera déjà pas mal. Voilà, moi j'ai beaucoup Ouais, été ouais. dans cette idée-là que déjà ça serait pas mal si on avait un programme social-démocrate en France écologique, voilà. Je le crois encore, hein, par ailleurs, je comprends tout à fait ce point de vue. Pour autant, pour avoir travaillé 2 ans à l'Assemblée nationale, j'ai vu comment la République bourgeoise, c'était une réalité, quoi. La République est bourgeoise. Voilà, il y a pas, actuellement, ça n'existe pas autrement. Voilà, je détaille plus dans le livre, mais c'est lié à tout un tas d'aspects symboliques, esthétiques, financiers, qui font que même quand on est député d'opposition, même quand on est collaborateur de député d'opposition, comme je suis, comme je l'étais, on peut bah, petit à petit, cette institution crée une certaine érosion de sa radicalité sociale, ça c'est clair et net. Bon, mais il est possible de la combattre, hein, par ailleurs, et plein de gens le font, en France comme ailleurs. Donc, mais voilà, et surtout, la façon dont les institutions fonctionnent donne pas beaucoup de latitude en termes d'évolution pour réussir un changement par les urnes. Il y a énormément de contraintes et l'Union européenne en fait partie d'ailleurs, hein, mais on pourrait parler aussi de la constitution de la Cinquième République dans le cas de la France. Bref, en fait, la bourgeoisie s'est quand même bien assurée que tout soit bien balisé et a fait en sorte d'avoir des constitutions, par exemple, qui ne permettent pas de changements radicaux. Voilà, après, la question du changement révolutionnaire, bon déjà, c'est pas soit tout l'un, soit tout l'autre, hein. Ce qu'on observe dans l'histoire, c'est qu'il y a pu y avoir des combinaisons, c'est-à-dire en fait à la fois voilà une situation institutionnelle précise et par ailleurs des mouvements sociaux et les deux pouvant se combiner. Ça joue évidemment un rôle et en France, ça a permis par exemple d'obtenir la sécurité sociale, rien que ça. C'est-à-dire la coexistence d'un mouvement de résistance encore armé, communiste, un mouvement syndical extrêmement fort dans l'après-guerre et par ailleurs d'avoir énormément de gens qui votent communistes, bon bah c'est sûr que ça crée une configuration qui est quand même très très favorable. Donc en fait, c'est pas tout l'un tout l'autre, ça peut être des combinaisons, mais moi je milite vraiment et à frustration, on milite vraiment pour ne pas s'interdire de penser à l'idée d'un changement plus révolutionnaire ou en tout cas d'un changement par l'obtention d'un rapport de force extra-institutionnel. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on pourrait dire pour faire moins peur. C'est-à-dire que il faut voir qu'est-ce qu'on peut mobiliser comme force qui font que la bourgeoisie va être obligée de lâcher des choses, voire de lâcher tout. Euh, et ça, bah, il en existe plusieurs hein, qui ont fait leurs preuves en plus. Hein, voilà, la manifestation qui tourne en émeute, l'atteinte au bien, qu'on a beaucoup vu par exemple pendant le mouvement des Gilets jaunes, mais aussi à d'autres moments dans l'histoire. Hein, l'émeute a toujours joué un rôle assez important dans les révolutions. La grève générale ou quasi générale, c'est-à-dire le fait que bon, on s'en prend à la production, puisque ben, c'est là qu'on est, donc on peut réussir à la faire chavirer. On s'en prend au portefeuille. Et puis, petit à petit, la définition, vraiment si on veut jusqu'au bout de ce qu'est une révolution, c'est-à-dire la définition d'institutions parallèles aux institutions existantes qui progressivement prennent le relais, comme ça a été le cas quand des institutions parlementaires, par exemple, se sont mis en place parallèlement aux institutions monarchiques au moment de la Révolution française et ont pris la main. L'Assemblée nationale en France a pris la main sur le pouvoir royal. Et tout ça s'est fait, alors ça se fait jamais en un coup, en un seul soir, comme la propagande bourgeoise nous le dit. Hein. On dit, vous croyez au grand soir? Bah non, je crois pas au grand soir, je crois à plusieurs années de changement lent et en même temps profond. Voilà, c'est ça une révolution. Et il n'y a jamais eu une révolution qui s'est faite en une nuit. Ça, c'est une légende qui est liée au fait, à l'idée de décrédibiliser cet idéal-là. Et donc voilà, il y a tout ça à concevoir, c'est-à-dire comment je peux mettre en place un rapport de force, par quels moyens, qu'est-ce qui peut mettre dans l'embarras la bourgeoisie, qu'est-ce qui peut la neutraliser, et puis quelles institutions parallèles je mets en place pour concurrencer les institutions bourgeoises et permettre une représentation, alors même pas une représentation d'ailleurs, permettre une existence de la société dans la politique. Parce qu'en fait, c'est ça l'enjeu. La société actuelle n'existe pas dans la politique. Il n'y a qu'une partie de la société, qui est la partie la plus riche, la plus blanche, la plus masculine aussi, qui existe dans les institutions politiques, et il faut que ça change. Comment on fait changer ça dans le cadre des institutions existantes? Moi, les chances me semblent faibles. Mais je comprends que certains se disent non, moi je peux pas, je vois pas les choses autrement. Mais nous, ce qu'on essaie de faire à Frustration Magazine et ce que j'ai essayé de faire avec Saint Luigi, c'est à ouvrir un peu notre imaginaire en la matière, nous décomplexer à l'idée que non,
la politique ne se fait pas que dans les institutions, que le changement social et les changements sociaux positifs qui ont affecté les sociétés ces derniers siècles se sont toujours faits, en fait, en réalité, en dehors des institutions. J'ai même envie de dire, les changements les plus significatifs et les plus valables se sont toujours faits en dehors des institutions. Précisément parce que les institutions d'un rapport de production donné ne vont permettre que des changements qui sont conformes aux intérêts des dominants, quoi. Donc, c'est cette équation-là qu'il faut réussir à résoudre. Et c'est cette équation-là que j'appelle à investir, sans évidemment la résoudre moi-même totalement dans mon coin, parce que ça peut pas marcher comme ça. Il faut que ça soit une idée dont le monde s'empare, quoi, et qu'on essaie de faire en fonction de ça. Mais surtout cette idée que c'est pas un doux rêve, que c'est pas une utopie, mais que c'est plutôt le résultat de constats assez froids et pragmatiques sur l'état des institutions, l'état du rapport de force et la nécessité du coup de rompre avec nos habitudes de bons élèves. Parce qu'en fait, tu vois, ce qui fait qu'on va rejeter cette idée, c'est qu'en fait, on est des bons élèves, on est des bons citoyens. C'est quelque chose qui nous a été inculqué, avec cette idée que bah, si t'es pas content, tu attends la prochaine fois pour voter. Si tu veux signaler un problème, t'écris à ton député. Euh, Enfin, il y a différentes variantes. Maintenant, ça va être, tu vas taguer ton ministre sur Instagram pour lui dire que tu es indigné, etc. Ah, tout ça, c'est des tactiques de bons élèves. C'est-à-dire, c'est des tactiques de bons élèves, tu sais, parce que, en fait, c'est des tactiques qui croient fondamentalement que, en face, tu as des bons maîtres qui veulent ton bien. Là encore, voilà, si on rompt pas avec cette idée, on continuera de perdre. Il faut rompre avec cette idée-là. Et c'est compliqué de rompre avec cette idée-là parce qu'elle nous a été profondément inculquée. Et dans la société, il y a des gens plus ou moins de croyance en la matière. Je dirais, pour moi, les bons élèves, c'est d'ailleurs littéralement les bons élèves, c'est des gens qui sont très diplômés, ils croient beaucoup dans les institutions. Ils ont beaucoup de mal avec cette idée que les institutions sont fondamentalement au service de la bourgeoisie. Ils aiment pas du tout qu'on dise que les politiques sont tous pourris ou qu'ils sont corrompus. C'est vraiment quelque chose qui fait très mauvais genre. Alors qu'en fait, dans les classes travailleuses, la classe populaire, tu as un très grand scepticisme envers les institutions et qui explique la non-participation électorale. Et la non-participation électorale, c'est pas de la flemme, c'est pas de l'égoïsme, c'est du scepticisme. Et ce scepticisme, il a des raisons. Et ces raisons, elles sont transmises de génération en génération et elles se basent sur des constats réels. Et c'est pas un hasard s'il y a de plus en plus d'abstention en France depuis 20 ans. C'est bien parce qu'il y a eu des évolutions claires qui nous font dire que quelle que soit la personne pour qui tu votes, il ne se passera rien. Alors, maintenant, je dis pas que c'est le cas. Moi, je pense quand même que ça peut créer des différences. Mais je pense qu'il faut aussi s'autoriser à penser que le changement doit exister ailleurs, quoi. Sinon, on n'y arrivera jamais. Voilà, excuse-moi, c'était un petit peu embrouillé parce que c'est des grands sujets, mais c'est ça le sens de ma démarche. Ouais, ouais, bah écoute, au contraire, tu as répondu un peu à toutes mes questions un peu brouillonnes en une réponse, donc c'est super. Et je pense qu'il faut, on a besoin d'outils, comme partout, pour avancer, pour comprendre. En fait, une fois qu'on a les faits en main et qu'on a compris ce qui se passe, on est plus à même d'agir, quoi. Et je trouve que bah, tout ton travail et suite de Frustration Mag aussi, et donc de ce livre, c'est exactement ça, c'est nous, au moins nous donner les outils de connaissance et de savoir pour dire au moins maintenant, vous savez de quoi on parle, à vous d'agir ou pas d'agir. Mais, euh, mais clairement, en fait, il y a aussi une chose dont tu parlais un petit peu, c'est que de toute façon, est-ce qu'on a un autre choix? Parce que concrètement, et là encore, c'est des chiffres et c'est des faits, si on continue, si le capitalisme continue comme il est en train de se passer, si les sociétés n'évoluent pas, on va vers la perte et la fin de la civilisation humaine. C'est aussi simple que ça, humaine et non humaine. Donc c'est vraiment, on n'a pas vraiment le choix, mais d'essayer de changer ça, je crois. Ouais, franchement, t'as dit les termes, en fait, malheureusement, quoi. C'est-à-dire que c'est pas un simple combat d'idées, je sais pas comment dire, tu vois, cette idée que c'est pas simplement qu'on se bat pour une société plus juste, on n'est plus à ce stade-là, on se bat pour la survie de l'humanité, honnêtement. Donc tu l'as dit, voilà. Donc effectivement, ces questions-là, elles deviennent fondamentalement urgentes. Et je pense que si tu veux, par exemple, toute une partie du champ politique institutionnel ou même militant, euh, et c'est un peu autonomisé de tout ça, c'est-à-dire qu'il fonctionne dans un univers où en fait c'est la politique pour la politique, quoi, tu vois. Et je pense que il n'y a pas conscience de cette urgence-là parce que c'est pas dans le fonctionnement ordinaire des choses. Je le vois particulièrement au niveau syndical en France, quoi. C'est-à-dire le niveau de violence du monde du travail, il est en train d'augmenter de façon exponentielle. Et les grands syndicats n'adressent pas tant les problèmes
par exemple, de souffrance et les problèmes de management toxique, etc. C'est pas un gros sujet. Alors qu'en fait, c'est en train d'être. On dit toujours c'est une bombe à retardement. Enfin, non, c'est pas simplement une bombe à retardement, c'est une bombe qui est en train de faire des morts, quoi. Voilà, ça fait partie des sujets, moi, où je trouve qu'il y a une sorte de passivité, y compris de ceux qui sont censés être les experts de la contestation sociale. Que oui, j'écorne au passage dans le livre, parce qu'en fait, les experts de la contestation sociale, ils sont pris dans leur routine, et en fait, ils sont pas chaque matin en train de se dire, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour mettre le système à bas, quoi. Et ils reproduisent des modes d'action qui ne marchent pas. C'est particulièrement le cas en France. C'est-à-dire qu'ils vont refaire la même chose. Ça fait 20 ans que les syndicats font la même chose quand ils essaient de s'opposer à des lois. Ça fait 20 ans que ça ne marche pas. Bon, bah maintenant qu'on a essayé, peut-être qu'on peut essayer autre chose. Voilà, c'est aussi un appel à ça, ce livre, et toute une partie de notre travail. Bah écoute, ouais, essayons autre chose. Et en fait, je crois que le fait d'essayer est déjà super important, en fait, parce que voilà, je crois qu'il faut se dire au moins, on aura essayé, quoi. Donc, écoute, merci beaucoup, Nicolas. Désolé pour les deux petits problèmes techniques qu'il y a eu. Pas de problème, Ça m'est jamais arrivé. j'espère que ça rendra pas ton montage trop Non, non, chiant. non, bah, non, non, ça va aller. Bah, merci Merci beaucoup, beaucoup. Franck, et merci pour tout ton travail, et toi aussi. Bah, pareil, merci Nicolas. Ciao. Ciao.